Salut les Vapers, ça rage de retour, comment allez-vous bien? Dimanche 2 août, il est 13h34 et 21 secondes. Review matos aujourd'hui sur un tube méca, encore un, le GP Pabs V4 de nos amis gréco-bulgares de Vapor Art. Thank you Perseas, avec qui j'ai longuement discuté, qui m'a passé ce tube pour tester review, suite à ma dernière et récente review sur le Piccoloid V4. Je n'ai pas encore shooté un close-up, présentation, etc., détails, conclusion. Cette fois-ci, je vais le faire dans l'ordre. Donc, on va y aller tranquillou. Il fait très très beau, très très chaud. Mais il y a un petit brin d'air, il n'y a pas de ventilo, il y a un peu d'air, c'est la fête. Donc, on s'en fout, on va passer en close-up pour montrer ce nouveau Switch. Vraiment une version exceptionnelle. À chaque fois chez Vapor Art, c'est de mieux en mieux, c'est de plus en plus beau, de mieux en mieux fini. Et là, en plus, ils ont baissé le prix substantiellement. On a un tube à 99, 90 ou je sais plus, un prix psychologique que je qualifierais d'à la con. 99 €, pas trop à la con, ça va. De mémoire, je n'ai pas rematé mes anciennes revues et je n'ai plus ça en tête, mais les passes précédents étaient dans les 150, je sais plus, vous me direz. Ils sont plus dispo sur le site à part en refurb. J'ai posé la question, a priori c'est pas au niveau des matériels et de la fabrication qu'ils ont rogné, c'est sur leur marge, parce que a priori les tubes effectivement marchent un peu moins bien qu'avant, et je pense que 100 € pour un tube c'est un prix tout à fait correct. On arrive à des prix corrects sur les tubes méca, ce qui est une bonne chose. Allez, on va pas trop discuter, on va passer en gros plan tout de suite. Je sais pas combien de temps ça va durer, ça devrait pas être super long, mais on sait jamais avec moi. Allez, c'est parti. Yes les Vapers, donc nous voilà en gros plan sur le GP Pabs V4 et son packaging. Toujours le même nouveau packaging, le petit carton avec deux tiroirs, très sympa, avec le fameux Aelopil, la première machine à vapeur de l'histoire, stylisée, c'est devenu leur logo. Vapor Art, Less is More, Less égale More, GP Series, et voilà, deux tiroirs, un noir, un gris. Vous remarquerez que ça rappelle un peu leur Aeopil, il y en a un qui sort par là, un qui sort par là, tac tac tac, enfin on s'en fout, c'est des conneries. Donc dans le noir, on a le tube qui arrive emballé dans un petit papier calque, hein, comme d'habitude, maintenant. Et dans le tiroir gris, cartonné, on a quelques spares, dont un ressort en spares, une pièce pour le G-pin, plus courte pour les batteries à téton, un petit isolateur pour le switch noir qu'on verra, qui est un poil de fesse plus épais que celui préinstallé, de 0,1 mm, et leur fameuse fourchette, petit outil fort pratique pour démonter leur matériel. Je commence à en avoir pas mal. Le ressort pour le switch est en laiton, fabriqué par eux, hein. Donc un petit ressort en laiton en spare. Le G-pin arrive prémonté avec cette pièce là. Le G-pin, c'est cette pièce du top cap qui permet d'avoir un montage flush avec n'importe quel atto sans avoir à se fatiguer, avec un petit ressort dedans. Ici j'ai dû donc mettre à réception la grande pièce puisqu'il était monté avec la petite pièce, et que vu que j'utilise que des flat top en batterie, ça ne marchait pas. Donc en tout cas compatible flat top et batterie à téton sans souci. Cette pièce là permet également a priori de jouer pour le calage, le rattle des batteries à téton, mais également avec les flats à faire une course un peu plus longue. On en parlera si j'y pense ou pas. La petite fourchette, etc. Voilà pour les spares.
J'ai pas la version luxe, évidemment il existe une version luxe avec ces pièces du G-pin et le contact du switch en plaqué argent. Je crois que c'est 14 € supplémentaires. Vérifions ça tout de suite, ce sera fait. Si on veut la version luxe des contacts, il faut ajouter à 99 €, il faut ajouter, zut, j'ai ça quelque part, c'est encore parfaitement préparé, 14 €, 15 microns silver coating for the contact. Donc 14 € pour, voilà, c'est pas mal. Peut-être je le prendrai, je ne sais pas, à voir. Donc voilà pour le packaging, on va passer tout de suite au tube. Donc, tube en 22, en stainless steel 316. Donc très bon stainless steel, beaucoup utilisé dans la joaillerie, dans les montres, etc. Car plus durable, plus dur, plus résistant. Il me disait que d'ailleurs les machinistes se plaignaient, qu'ils préféraient bosser sur le 304. Mais voilà, ils ont du 316. À noter que le 316 est importé d'Europe, d'Italie, d'Allemagne, etc. Il me disait qu'il y a beaucoup de boîtes qui importent du stainless steel de Chine. Et le stainless steel chinois est pas terrible a priori. D'ailleurs on voit dans une des vidéos d'entreprise de Vaporart, très intéressante d'ailleurs, allez voir sur leur Facebook, qui testent la radioactivité des matériaux qu'ils reçoivent. Et il me disait qu'il y avait des stainless steel chinois qui avaient été débusqués comme recyclage de réacteurs ou je sais pas quoi. Alors je sais pas s'il me parlait de réacteurs atomiques, faut pas non plus exagérer, mais en tout cas eux ils utilisent un très bon 316 européen certifié. Idem pour le brass, hein, le brass est européen, etc. Tout ça est usiné en Europe. Enfin bon, du bon matos high-end européen. Qu'est-ce que je peux raconter sur ce tube? Donc en 22, il est un poil long par rapport à ce qui peut se faire maintenant. Je crois qu'il fait 80 mm. On va tout de suite régler cette affaire. 90. 90, est-ce que je suis à 0? Ouais. Donc effectivement, c'est un peu plus long que ce qui se fait maintenant. 91 mm. En même temps, c'est la contrepartie d'avoir un G-pin. Souvent les tubes courts ont un système d'hybridation. Ici on a toute cette pièce là qui sert quand même, qui est super pratique, aucun réglage à faire, et puis on a un switch recessed. Donc voilà pourquoi il fait 91, mais c'est pas non plus une matraque quoi. Voilà. Il existe en 18650, 18500 et 18350, ça c'est à choisir à l'achat également, sachant que je crois que ça reste au même prix. Par contre on peut acheter en option, en spares, les tubes de la taille qu'on souhaite ensuite, sauf que j'ai pas la taille des tubes. Je vais vous dire la taille des tubes, je crois que c'est 24 ou 29 € les tubes en option, 29 €, quelle que soit la taille de tube en option. Donc ça reste correct si on veut différentes configurations. En tout cas on choisit sa taille à l'achat. Quoi dire d'autre? Donc stainless steel 316 brossé. Il me disait également qu'on reconnaissait un bon 316 d'un mauvais quand les reflets du brush étaient lumineux et pas sombres comme sur du 304 ou du mauvais 316. On voit le brush est assez joli. On voit aucune trace, hein. Je sais pas comment ils font ça. Le logo GP et CNC Machine est poli lui à l'intérieur, très joliment fait. Le top cap est poli également. On voit que le top cap est complètement seamless. Impressionnant. Là on est en gros zoom, on peut apercevoir un léger filet, mais c'est quand même super propre. Idem en bas. Pour la locking ring, encore mieux même, on dirait. On voit rien du tout. Locking ring seamless, donc très différent des anciens Switch, hein. Et ce qui fait que ça fait un tube absolument magnifique. Sobre, pas de gravure. Il y a eu des tubes où il y avait leur halo pile sur le tube. Maintenant il est sur le Switch. On va finir avec le top cap. Donc top cap poli en haut, je ne sais pas pourquoi poli. On voit qu'on a des prises d'air qui vont pas jusqu'au bout, donc qui seront efficients uniquement avec des atos plus courts que 22, notamment leur sphéroïde par exemple, mais il y a de moins en moins, c'est ce qu'il me disait, il y a de moins en moins de tubes d'atos qui utilisent des prises d'air par le bas.
Ceci permet d'en utiliser certains qui sont pas en 22. Et puis voilà. Donc pareil, les prises d'air sont CNC machine et polies très proprement. 510 impeccable. Avec un petit décroché en haut pour l'air également. Hop, filetage 20 par 1 comme d'habitude chez Vaporart. Et on va parler vite fait du G-Pin, même si je l'ai déjà fait dans différentes reviews sur leur matériel. D'ailleurs, je mettrai mes anciennes reviews Vaporart ici, là, avec le nouveau système de fiches de YouTube. Il y aura un petit point d'exclamation, je crois, qui s'affichera par là. Si on appuie dessus, il y a un volet qui s'ouvre. Un volet qui s'ouvre et avec des petites miniatures de toutes les reviews. J'essaierai d'utiliser ça. Autant essayer les nouvelles fonctions de YouTube. Donc filetage, il n'y a rien à dire, c'est impeccable. Le G-Pin, alors le G-Pin, on va utiliser la fourchette pour vous montrer un peu à tout ce à quoi elle sert. Elle sert à plein de choses cette fourchette. Hop. Notamment, on voit dans les trous du Delrin isolateur là, on a deux petits trous pour mettre cette fourchette, ce qui permet plus ou moins, plutôt moins que plus d'ailleurs. Bref, je vais vous dévisser ça. Eh oui, je suis bête. Excusez-moi, erreur. Le Delrin est vissé. Donc ça sert juste en fait à dévisser. Bon, je vais y arriver. Bravo Arrache. Je sais plus si c'est sur le Piccolo où il était juste tenu avec un O-ring, d'où l'erreur. Bref, ces trous servent à visser ou à dévisser. Même si on peut le faire à la main. Tac, tac. Donc un petit Delrin isolant et le G-Pin qui se visse également dans ce Delrin. Et voilà le fameux G-Pin qui est spring loadé des deux côtés, ici à l'atto et ici à la batterie. Ce qui fait que tout est parfaitement flush sans aucun ajustement. Je vais pas vous le démonter. Est-ce que je vous le démonte ou pas? Allez, je vais vous le démonter rapidement. Je vais prendre pour ça un petit élastique. Parce que j'ai dû serrer ça comme un sourd. Je suis pas sûr que je vais vous le démonter parce que ça m'a l'air très bien serré. Je vais pas vous le démonter. Référez-vous à la vidéo du Piccoloid. Je crois que je l'ai démonté et expliqué à l'intérieur de cette vidéo. Et donc, c'est juste deux pièces bloquées dans une pièce centrale avec un ressort entre les deux. Ou quatre pièces même. Ah, c'est con, j'aurais bien aimé vous le démonter. Je vais quand même essayer de vous le démonter. Ah, je l'ai serré comme un âne. Je vais chercher une pince. Autant faire une revue bien complète. Hein. Alors je vais essayer de ne pas pincer sur le filetage, hein, tant qu'à faire. Le petit gant Mappa peut-être. Si j'y arrive pas, tant pis. Hein. Je ferai pas de cut. Vous m'en voudrez pas. Ah, comment j'ai serré ça. J'aurais bien aimé vous montrer le petit ressort au milieu. Un petit ressort rhomboïde, une petite forme d'œuf quoi, pour qu'il se compresse. Ah yes, ça y est, je l'ai eu. Je l'ai eu. Donc on regarde comment ça se passe. On dévisse les deux parties centrales, c'est-à-dire la pièce filetée et la pièce large ici. Tac. Ok, d'un côté, on a donc ce filetage qui vient dans le Delrin avec dedans une petite pièce toute petite rikiki qui est le connecteur à l'atto. Ok, celle-ci elle existe qu'en une taille qui vient se glisser dedans, simplement sauf en caméra. Voilà. Ok, comme ça. Le petit ressort rhomboïde, alors je sais pas, rhomboïde,
qu'on voit sa forme lui permet de se compresser sur lui-même. Tac, et de devenir tout petit. Du coup on a un grand jeu quoi. Je sais pas s'il est silver plated, j'ai pas cette info, tiens. Rhomboid shape. Non, c'est du stainless steel 302, un alliage. Un alliage pour les ressorts qui est chauffé après, enfin bref, il est traité. C'est vrai que j'ai jamais eu de soucis, il est sacrément strong. Et donc on vient le mettre dans la petite zone ici. Ok, on réserve. On a cette pièce là qui va venir se visser dessus et dedans, même système que pour Alato, mais pour à la queue, contact à la queue. Donc plus ou moins long, on a vu en fonction des accus que vous utilisez. Celui-ci le court là pour les batteries à téton et le long pour les flat top. Donc je vais laisser le long. On vient choper ça dans une main, l'autre partie dans l'autre, et on voit que le ressort vient faire contact sur la partie plate des deux pins. On vient visser, capturer le ressort entre les deux. On serre bien avec les petits gants Mappa qui vont bien. Tac, ça bougera plus. Et donc c'est très très ferme, mais c'est très très efficace. Ça vient donc se revisser dans ce délerin très proprement, fileté. Hop. Ok. Hop. On vient revisser ça dans le top cap. À la main. Et on vient finir avec un petit coup de fourchette si on a envie. Tac. Ça c'est fait pour le top cap. On voit le polish un peu morflé, mais c'est normal, hein, la taux frotte dessus, donc à ce niveau-là, pas grand-chose à faire. Belle pièce en tout cas. Attention, les rebords sont assez... Vu qu'ils ont voulu faire du seamless, on voit que le rebord du top cap est assez coupant, on va dire. Il n'y a pas de chanfrein, donc on voit là, ça m'accroche longue. Mais c'est la rançon d'un seamless parfait. Filetage, très peu de jeu, impeccable. Tac. Voilà pour le top cap. Et le top cap, c'était la partie la plus simple parce qu'on va maintenant s'attaquer au switch. Assez particulier. Et pas mal de petits conseils à vous donner. Pour démonter le switch officiellement, il faut passer, impossible à démonter officiellement par le bas. Pour le démonter, on est obligé de mettre un tournevis jusqu'au fond sur la vis. Et alors, je ne saurais que conseiller un tournevis large. Et moi, j'ai utilisé celui-là la première fois, qui prend donc très peu de place dans l'empreinte de la vis, et qui donc forcément va créer de légères indentations, déformer un peu l'empreinte, ce qui peut créer des petits problèmes de points chauds, de micro-cœur-circuit. Donc je conseille un tournevis plutôt épais et plutôt large pour prendre un maximum de place sur cette empreinte. Perso, je vais utiliser à nouveau ma cuillère. J'avais déjà montré ça dans la review du Stingray X pour pas abîmer la vis copper. Et donc on vient juste dévisser. Attention, on tient le switch. Hop, la vis vient. Pourquoi je réexplique quand même pourquoi la cuillère ou un autre outil, hein. Parce que j'ai un contact beaucoup plus long dans l'empreinte et beaucoup plus large. C'est-à-dire que ça vient combler, ça rentre tout juste. Et du coup, je ne fais pas de contrainte sur l'empreinte. Contrairement à si j'utilisais ce petit tournevis qui lui flotte et va venir, quand on tourne, créer des petites indentations, des petites déformations dans le bras qui est assez souple. Et du coup, on peut avoir un switch qui chauffe, etc. Ce qui nécessite un entretien. Je vais en parler également. D'ailleurs, je vais en parler tout de suite. Comme ça, ce sera fait. Si jamais vous avez des petits points noirs sur cette pièce et que votre switch chauffe trop, plus que la normale, ça m'est arrivé. Je leur ai posé la question. J'étais inquiet. Je pensais que
que mon mode avait un souci. Et après longue discussion, investigation, il m'a dit regarde ta vis, est-ce que tu as des petits points noirs, des petites dents qui se sont créées à cause du tournevis que tu as utilisé. Effectivement, j'ai fait cette erreur de newbie d'utiliser un tournevis qui n'allait pas et qui a déformé. Dans ce cas-là, ce qu'il faut faire, très simple, d'ailleurs il faut le faire quoi qu'il arrive, c'est un entretien de mode, un entretien de switch. On prend un petit papier de verre très fin, je sais pas ce que c'est celui-là, du P280, très très fin, et puis on vient simplement faire des petits cercles très doucement, pas trois plombes, hein. Et voilà, terminé. On a rafraîchi son switch, c'est-à-dire qu'on élimine les petites dents qu'on aurait pu créer, les petites oxydations dues au micro-court-circuit, et c'est reparti pour un tour. Alors on peut le faire une fois par mois de temps en temps si on sent que le switch chauffe. Également, moi ce que j'ai fait, j'ai passé un petit bout dans l'empreinte pour aplanir les bords. De toute façon, je sais pas comment j'ai pu passer à côté de ça, c'est un truc qu'on doit faire systématiquement sur les tubes. Évidemment à ne pas faire sur les contacts luxe qui sont plaqués, hein. Tout contact plaqué par contre ne doit pas être papier déverisé, hein. Donc voilà, si jamais vous avez de la chauffe, vous faites ça, vous avez plus de chauffe. Maintenant je passe du point 2, point 3, même si l'ami Perseas conseille de ne pas descendre sous les points 3 sur ce mode, moi j'ai plus de soucis. Donc je me suis fait un petit stress pour rien. Donc quand on dévisse au fond, on a la vis, on la fait tomber par le haut. Du coup le bouton ne tient plus et sort. Hop. 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 Avec son ressort. Ressort brasse donc. Et le bouton qui se consiste de cette pièce avec un bouton brasse mais avec un insert stainless au milieu. Je lui demandais pourquoi, il me disait parce que déjà la gravure de la Hello Peel sera beaucoup plus durable dans du stainless que dans du brasse, pour une question de design, pour une question d'entretien moindre, c'est-à-dire qu'on a juste un petit peu de laiton exposé, donc un petit coup de Cape Cod, enfin bref. Diverses raisons, je pense que c'est surtout au niveau design et durabilité de la gravure. Donc c'est plutôt joli. J'aurais pu lui passer un coup de Cape Cod, mais c'est vrai que ce brasse, ça fait maintenant 3 semaines que j'utilise beaucoup, ne s'oxyde pas tellement. Il me disait que c'était aussi rapport à la qualité du brasse européenne qui est très bien par rapport à d'autres brasses de moins bonne qualité qui s'oxydent très vite. On voit donc ici un filetage à l'intérieur dans lequel la vis vient se visser, hein, simplement. Et puis on voit un petit picot ici fixe, hein, il s'enlève pas, juste pour que le bouton ne tourne pas, ça vient se fixer. Je vais vous montrer dans le switch housing. Donc voilà comment ça se passe. Et donc on a ensuite, mais vous me direz où est le reste du switch? Le reste du switch est là, la locking ring et le switch housing sont là, restés sur le tube. Donc on a la locking en reverse qui s'enlève toute seule. Donc on voit la locking brossée sur les bords pour être invisible avec le tube et polie sur son bord inférieur légèrement arrondi comme ça. Donc on voit, hein, la limite polie brossée est juste parfaite. Le filetage est juste parfait. Donc reverse. Hop. On enlève donc sa locking qu'on ne peut pas enlever quand le switch est assemblé puisque le bouton vient le plaquer, le verrouiller, etc. On reprend sa fameuse fourchette puisqu'on a 4 trous également pour le dégazage en bas. Alors on voit, hein, la fourchette elle est juste pile. Et là on est en sens normal, on vient déverrouiller son switch housing dans lequel se trouve le numéro de série. Ici le 3460. Avec la petite fente ici pour le petit Vitonio du switch. Donc quand on réassemble, on aligne. Tac. Quoi d'autre? Donc toujours stainless steel. Pour enlever le petit isolant, pareil, la fourchette, on la passe par en dessous, on pousse un peu. Tac.
Et puis avec n'importe quoi, on vient finir de le sortir. Petit isolateur en Delrin avec un O-ring. Un côté complètement plat, un côté avec deux petites indentations pour le dégazage. C'est-à-dire on a le cul de la queue. Et ces petites ouvertures permettent au gaz, si ça dégaze par le cul, de passer, de circuler, etc. Je vais pas réussir à vous montrer ces ouvertures, mais bon. Elles sont là, voilà, on voit du blanc à travers. Et donc, en spare, on a un deuxième isolateur comme celui-ci. Très dur à différencier à l'œil. Hein. C'est 0,1 mm de différence d'épaisseur. Mais ça fait la farce, c'est-à-dire qu'avec des flat top, on a une course un poil plus longue. Si la course hyper courte et limite tactile dérange. Ah, on devine que celui-là est un poil plus épais. C'est vraiment discret quoi. Et donc le plus épais pour réduire sa course, pour allonger sa course si on a envie, ou pour ajuster certaines batteries à téton en combinaison avec la petite partie du G-pin. Donc voilà, je crois que tout ça c'est clair. Maintenant, réassemblage du switch. Eh bien, on reprend son isolateur qu'on vient simplement presser dans le switch housing. On vient mettre sa locking ring, donc en reverse. Hop. On vient prendre son bouton, son ressort. On vient repérer la petite indentation, la petite ouverture pour le petit pin. On vient aligner. Si on n'est pas en face, le bouton descend pas. Il suffit de tourner jusqu'à ce qu'il descende. Tac, il descend. On met sa vis de l'autre côté. Hop. On prend son outil qui va bien. On serre un peu. Pas la peine de bourriner. Pas de dévissage, j'ai eu aucun souci. Et voilà, pour le réassemblage du switch et pour le remettre sur le tube, ça se passe tout à fait normalement. Ça se passe comme ça. Pas besoin de visser par le tube. Todd avait fait l'erreur dans sa review. Il était inquiet, mais alors l'erreur je l'ai vu tout de suite quand j'ai maté la review de Todd. Je lui ai dit don't worry Perseus, I see. Ok. Et donc on vient le serrer à bloc. Du coup quand on vient le serrer, eh oui je peux plus le démonter. Sauf que, allez on va parler tout de suite, qu'il y a une autre méthode pour le démonter. On déloque. On vient prendre un gant Mappa, un élastique, n'importe quoi large. On vient pusher sur le bouton et sur la locking en même temps et on vient tourner. Et hop, on peut le démonter comme un switch normal. Ça c'est bon à savoir. J'étais tout content quand je lui ai dit que j'avais trouvé une méthode. Il me dit oh, on sait, c'est la Timbo Zero méthode. A priori on peut le faire sans accessoires. A priori moi je trouve ça un peu compliqué, donc beaucoup mieux avec un Mappa ou un élastique. Donc on remonte son switch, on vient bien serrer, donc on va venir. Voilà, on force en position lockée. Et du coup, on se dit, mais quand on va desserrer, on va faire sortir le switch comme sur beaucoup de tubes. Mais non. Quand on vient dévisser la locking, il se passe rien. Le switch risque pas de sortir. Ça, c'est du bonheur. C'est un truc qui m'a fait chier sur un tas de tubes. Quand la locking est bloquée d'un côté, on va forcer. En fait, c'est tout le switch qui se démonte. Ici, ça n'arrive plus. Donc, c'est juste formidable. Et même si on a over-tighté le switch dans le tube, on doit pouvoir y arriver au démontage. Alors s'il est très serré, peut-être on n'y arrive pas, mais je vais quand même essayer de vous le montrer. Yes, on y arrive. Hop. Par contre, ça n'arrive absolument jamais juste en déloquant la ring, puisqu'en déloquant la ring, elle vient se plaquer au tube et ça risque pas de sortir quoi. Donc c'est assez génial. Un peu contraignant quand on pense qu'on peut se démonter que par là. Par contre, avec la méthode qu'ils appellent Timbo Zero méthode, c'est quand même pas mal. Et ça vient assez bien. Hein. Vous voyez. Tac. Donc bon à savoir, notez-le. Tac, tac. Et donc voilà, locking donc en reverse très très courte. Ça fait quoi? Ça fait un demi-tour. Donc du coup, quand on est loqué, on a un petit gap, mais on s'en tape, puisque quand on est déloqué, on n'en a plus, et c'est bien ça l'idée.
Donc c'est magnifique. Bon, sans accu, la course est un peu longue, elle l'est moins avec accu. Elle est mesurée à 0,3 mm la course. Donc voilà, je crois qu'on a fait pas mal le tour. Je vais remettre un accu, tac. Je vais mettre un atto, tiens, on va mettre le fameux Origin V2 Genesis qui me pose pas mal de problèmes avec certains pins. On va voir qu'avec le G-pin c'est juste parfait. Donc on vient visser son atto sur le top cap. Là je sens que j'arrive en contact avec le petit pin sur ressort. Je continue de serrer. C'est pas trop dur, jusqu'à être flush. Et en dessous, là c'est assez dur. On vient visser sur son tube. Hop, je sens que je suis en contact avec la queue ici. Je continue de serrer. Tac. Impeccable. Finition parfaite. Aucun rattle, aucun réglage. On sait que ça fire à chaque fois. C'est juste superbe. On voit, hein, ça c'est du brass sûrement de moins bonne qualité. Vous voyez comment il est, dans quel état le brass déjà ici. Alors que j'ai pas mes doigts dessus. Ici j'ai mon doigt dessus, il est encore tout jaune, tout beau. Alors la course avec accu. Vous voyez, on voit à peine que ça bouge, quoi. C'est impressionnant. Hein. Toute petite course, 0,3 mm. J'ai des ongles dégueulasses, pardon. Et alors on peut switcher sur les bords, au milieu, il n'y a aucun souci. Ça marche à chaque coup. C'est hyper agréable. Enfin voilà, très joli tube, on va l'essayer avec 2-3 trucs vite fait. Quand on dévisse son atto, soit c'est l'atto qui vient, soit c'est le top cap avec qui vient. Là en l'occurrence c'est l'atto, tiens là c'est les deux. Donc on tient le top cap si on veut pas tout démonter et on dévisse l'atto. Ici avec le Kennedy qui a un pin très long. On va voir que ça pose pas de soucis. Évidemment, on vient en buter plus tôt, mais on force. Le ressort se compresse. Bim, pas de soucis, flush. Magnifique. Vraiment top. Avec le gras du doigt, avec le bout du doigt, c'est tellement souple. On n'a aucun souci à switcher. Voilà, hop. Vous voyez, là ça m'a dévissé le top cap, je maintiens le top cap et puis je vais dévisser l'atto, pas de souci. Un petit dernier pour la route. Le Derringer, pareil, qui a un pin assez long. Hop, flush. Les finitions vont assez bien ensemble avec le Derringer, je trouve. Est-ce que j'ai un peu de jus là-dedans? Pas trop. Il y a un petit update sur les drip tips qui sont arrivés. Très joli. Le blanc est blanc cassé, mais très beau, très agréable. Double ring, plutôt gros, qui tient bien. Tac. Évidemment, on peut poser, vu que c'est un switch recessed, on peut poser sans loquer, hein, pas de souci. Par contre, il suffit d'un petit truc qui traîne sur la table. On va voir ça tout de suite au pif. Si j'ai un petit bout de Cantal qui traîne et que je pose, là ça fire. Peut-être pas tout le temps,
les Sapphire quoi. Donc attention aux miettes de pain, hein, toujours les fameuses miettes de pain. Sinon on lock, ça mange pas de pain, c'est easy. Tac, tac. Et sinon on met l'isolateur un peu plus long pour une course un peu plus longue. Du coup ça supportera une miette de pain un peu plus grosse. Voilà pour les conneries. Sur ce, je vais mettre un peu de jus là-dedans. Qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre mon petit cinéma de Clouds of Icarus. Pas mal du tout ce petit jus que je viens de recevoir de chez Iway. Que je ne sais pas encore trop qualifier. Petit gourmand petit gourmand citronné. En 30-70, très très bon. Voilà, quoi dire d'autre? Qu'est-ce que j'aurais pu oublier? Je vais refaire un petit tour sur mes notes. Donc les 14 € pour les contacts silver pour ceux que ça intéresse. Ils offrent aussi maintenant un nouveau service de customisation de gravure. On peut faire graver pour 30 € ce qu'on veut à l'opposé du GP ici, c'est-à-dire à l'opposé du tube. En CNC, hein, aussi belle gravure que ça. Par défaut dans la typo Bohaus, typo, je crois que c'est la typo du GP ici, mais je suis pas certain. Donc les contacter pour une engravure spécialisée, 30 € de plus, vous donnez le mot que vous voulez, la taille, etc. Sachant qu'on peut aussi changer la typo, mais ils peuvent pas utiliser n'importe quelle typo, pas trop fine, genre Helvetica par exemple, ils disent on peut pas utiliser. Donc à voir avec eux, en tout cas c'est sympa de proposer la gravure personnalisée. Qu'est-ce que j'aurais pu louper? Évidemment le switch est compatible avec les anciens tubes, on peut acheter le switch tout seul à 48,50 toute la partie switch version 4 compatible avec tous les autres tubes. Le rendu sera peut-être plus ou moins bien selon les tubes, mais en tout cas c'est compatible. J'ai plus mes anciens PAPS pour essayer, mais j'ai vu une vidéo où il y avait les tests, il n'y a pas de souci. Qu'est-ce que j'ai vu d'autre? Au niveau des badges, il faut surveiller leur Facebook, ils annoncent les badges régulièrement, il y en a au moins un par mois. C'est pas trop la mission pour choper a priori du matos chez eux. Ils ont toutes les pièces en option, en spares disponibles, les vis, les ressorts. C'est assez impressionnant, leur shop, il est assez beau. Un peu trop d'infos dans chaque produit, je trouve. Les fiches sont à rallonge, parce qu'ils font tout l'historique des tubes notamment. Mais en tout cas, tout est dispo, très sympa. Livraison en DHL, hyper rapide avec Vaporart. Je sais pas quelle option DHL ils ont choisi, mais en général on l'a le lendemain ou le surlendemain au pire. Je crois que c'est une quinzaine d'euros la livraison. Je viens de demander la confirmation à Perseas, mais il ne m'a pas encore répondu. Il me semble bien que c'est 15 € la livraison. Est-ce qu'elle est offerte à partir d'un certain montant? Je ne sais pas. Mais vu la qualité du service de livraison, je ne pense pas. Qu'est-ce que j'aurais pu manquer? Tac, 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 tac. G-pin, on a vu. Démontage, on a vu. Donc, attention au tournevis utilisé. Privilégier la méthode qu'ils appellent Timbo Zero méthode. Et puis voilà, je crois que j'ai tout bon. À noter également qu'ils ont toute une section produits reconditionnés. En tout cas, c'est des produits qui n'ont pas passé leur contrôle qualité très strict à 100%. Donc peut-être il y aura une légère cime. Je sais pas, hein, c'est au hasard que je dis. Peut-être une légère cime visible, peut-être, je ne sais pas, un petit scratch par-ci, même s'ils doivent rebrocher, etc. En tout cas, tous les produits qui ne passent pas leur contrôle qualité, ils les proposent quand même à la vente en faisant un maximum pour les rendre impeccables. Et on les touche du coup beaucoup moins cher. J'ai pas d'exemple là sur le V4, puisqu'il n'y en a pas encore, si je me trompe, ils appellent ça Outlet. GP Outlet, il y a tout un tas de produits. Des prix vraiment très intéressants.
Par exemple, un GP Pabst V3 à 79 €. Un G Pabst Lux V3 à 75 € en 18 500. Enfin voilà, des prix vraiment attractifs pour des produits qui pour le commun des mortels sera parfait. Enfin, on peut tout trouver en spare également, les top caps, les O-rings, les vis, les contacts, des Pyrex pour leur tank, les pièces pour le sphéroïde. Vraiment sympa leur site, j'aime beaucoup aller faire un tour dessus, des belles photos. À noter également qu'ils ont ajouté un service. Ah zut, j'ai pas potassé ça, je crois que ça s'appelle le GP Service. Alors ouais, GP Service. Refinishing, c'est-à-dire qu'on a un produit GP Pabst qui est abîmé, qui a plein de scratch, qui a morflé pour X raisons, on voudrait le remettre à plat, l'améliorer, pour le revendre ou pas d'ailleurs, pour soi. On le renvoie, c'est un service DHL qui vient chercher chez vous. Ça c'est optionnel, on peut le renvoyer par nous-mêmes, mais je crois qu'on peut voir avec eux pour que DHL vienne le chercher chez vous, l'emmène chez eux. C'est 25 € je crois. Et le retour c'est 15 €. Donc ouais, c'est ça. Le shipping donc de Bulgarie c'est 15 €. Le service DHL Remote Pickup qui vient le chercher chez vous c'est 25 €. Qui l'envoie chez eux. Eux font ce qu'ils peuvent pour redonner une première jeunesse à votre matériel GP VaporArt. Ça peut être un tube, ça peut être un atto, ça peut être un rebrushage, un polissage, une gravure à ajouter, n'importe quoi. Après je sais pas, les prix doivent varier. Hein. CNC Custom 29, Custom Finish for an Order Mode Part 9 €, DHL Remote Pickup 24 €, Refinishing 9 €. Donc Refinishing of a GP Mode Atomizer will cost 10 €. Alors c'est bizarre, le prix est pas le même dans la description et dans la liste des services en bas. Il y a toujours 1 € de plus, je ne sais pas. Plus any needed replacement part at a discounted price. Donc 10 € quoi qu'il arrive pour le rafraîchir, plus éventuellement le coût d'une pièce à remplacer mais à un prix discount. For the old model, the price includes the new laser edge logo. Et donc apparemment sur les vieux modèles de tubes, ils rajoutent un logo si on veut ou pas. De toute façon, on peut discuter avec eux sans souci et faire absolument ce qu'on veut. Donc je trouve ça sympa ce nouveau service proposé par VaporArt, sympa. Donc voilà, on va repasser sur ma face pour une conclusion. C'est parti. Yes les Vapers, donc voilà une petite conclusion maintenant sur ce GP Pabst V4. Close-up un peu long, je suis parti un peu en sucette, j'ai fait quelques bourdes, on s'en fout. Je pense que c'est complet. Un très beau tube, franchement, pour 99 €, bravo VaporArt pour la baisse de prix, pour la baisse sur la marge. Très bien vu je pense. Finition encore un cran au-dessus par rapport au précédent. Moi j'ai déjà eu le 2.5, le Luxe, je sais plus, le 2 peut-être bien, j'en ai eu 3-4. Ça a toujours été exceptionnel, là on est nettement un cran au-dessus. Le switch le plus tactile jamais vu. Un peu tricky à démonter, mais vous avez vu que la méthode par le bas est assez simple et évite pas mal de soucis. Abîmer la vis intérieure comme j'en ai parlé. Vraiment si vous avez une chauffe, ça peut venir que de la vis qui est esquintée. Regardez-la à la loupe éventuellement. Poncez-la légèrement ou passez une Cape Cod, qu'elle soit nickel, lisse, etc. Et c'est reparti quoi. Après attention, hein, c'est pas un tube pour les malades mentaux du cloud chasing, de la patate, c'est pas du cuivre, c'est du stainless, c'est pas le mode de compète de guerre que j'ai utilisé le plus patate quoi, hein, honnêtement. À savoir que Perseas, lui, il conseille de rester à 1 ohm. Donc 1 ohm avec une batterie pleine charge, on est à 17 watts quoi. Donc c'est vrai qu'on est un petit peu pas mal en France à patater pas mal, à monter dans les watts. À savoir que c'est pas généralisé sur la planète et que ce n'est pas la vape de la majorité des vapers. Donc certains sont très bien à 17-20 watts et vaperont toute leur vie à 17-20 watts. Moi je veux absolument lui coller des drippers.
mais c'est plutôt pour moi, à mon avis, un tube à coller, un Atotank, un Kaifun, un Typhoon, un Origène à voilà 0,8, un ohm quoi, pour vaper à 20-25 watts pépère. Voilà. Franchement pas un tube pour les Cloud Chasers et pour les sub-bombers de malades mentaux. À savoir que je trouve ça très joli avec l'Origène V2, d'ailleurs il faut vraiment que je capcode cette bague brasse. Avec le Chuff Cap excellentissime. Et on a une vape tout à fait correcte. Qui correspond plus forcément à ma vape all day, mais ça m'arrive quand même d'aimer ça. Très correct. Le G-Pin exceptionnel pour un montage flush en 2 secondes et demie, très agréable, flawless, sans défaut, sans problème. Un design, une finition impeccable, des gravures très très belles, polichées dans les profondeurs, une locking, un bouton très très chouette, voilà, que dire. Sobriété, amateur de jolis tubes, classe et design, sans fioritures, sans blabla, sans trop de trucs partout. Faut dire que là il n'y a pas grand chose, hein. Mais à la finition exemplaire, à un prix plus que correct, moi je dis foncez, et certainement le meilleur Switch, de la planète. Sachant qu'on disait déjà ça sur les versions précédentes et que là on est un cran au-dessus, il n'y a pas de raison de le redire. Le bas de la locking arrondi et poli, du coup c'est vraiment tout doux, on n'a aucune gêne au niveau du doigt, c'est vraiment agréable. Un peu long, voilà, c'est ce que je disais, rapport au G-Pin et au Switch Recessed. Mais 1 cm de plus qu'un autre tube, franchement, est-ce qu'on est forcé de courir à la petitesse? Moi, personnellement, non. Moi, j'aime pas la petitesse, moi, j'aime les gros machins. Et puis voilà, quoi. Très très bien. Donc voilà pour cette review. Thank you very much, Perseas, my friend. Thank you for all the answer you give me with my plethoric questions. Keep the good job, keep on vaping les vapers, et à bientôt pour d'autres reviews. Grosse semaine de boulot énorme qui m'attend, notamment également week-end prochain où je devrais travailler chez moi, donc je sais pas si je ferai de review la semaine prochaine. On fait ce qu'on peut. Je vous dis à la prochaine. Ciao, bye bye. Light, 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 ah, light, light, yeah, light, 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 oh, not like, oh.